Chapitre 51. Le jour du mariage de Lydia, Jane et Elizabeth se sentirent certainement plus émues que la mariée elle-même. La voiture fut envoyée à la rencontre du jeune homme qui devait arriver pour l'heure du dîner. Les sœurs aînées appréhendaient le moment du revoir, Jane en particulier, qui prêtait à la coupable les sentiments qu'elle aurait éprouvés à sa place et souffrait elle-même de ce qu'elle devait endurer. Ils arrivèrent. Toute la famille était réunie dans le petit salon pour les accueillir. Le visage de Madame Bennet n'était que sourire, celui de son mari restait grave et impénétrable. Les jeunes filles se sentaient inquiètes, anxieuses et mal à l'aise. La voix de Lydia se fit entendre dans l'antichambre. La porte s'ouvrit brusquement et elle se précipita dans le salon. Sa mère s'avança pour la recevoir dans ses bras et l'embrassa avec transport, puis tendit la main avec un affectueux sourire à Wickham, qui suivait sa femme, et leur exprima ses vœux avec un empressement qui montrait bien qu'elle ne doutait nullement de leur bonheur. L'accueil qu'ils reçurent ensuite de M. Bennet ne fut pas tout à fait aussi cordial. Sa raideur s'accentua, et c'est à peine s'il ouvrit la bouche. La désinvolture du jeune couple lui déplaisait extrêmement. Elle indignait Elizabeth et choquait Jane elle-même. Lydia était toujours Lydia, aussi intrépide, aussi exubérante, aussi bruyante, aussi indomptable que jamais. Elle allait d'une sœur à l'autre en réclamant leurs félicitations, et quand, à la fin, tout le monde fut assis, elle se mit à regarder le salon, et prenant note de quelques changements qu'on y avait apportés, observa en riant qu'il y avait bien longtemps qu'elle ne s'était pas trouvée dans cette pièce. Wickham ne montrait pas plus d'embarras, mais il avait des manières si charmantes que si sa réputation et son mariage n'avaient donné lieu à aucun blâme, l'aisance souriante avec laquelle il se réclamait de leur nouvelle parenté aurait ravi tout le monde. Jane ne revenait pas d'une telle assurance et se disait qu'il était vain d'imaginer une limite à l'audace d'un homme impudent. Elle et Jane se sentaient rougir, mais sur le visage de ceux qui étaient cause de leur confusion, elle ne voyait aucun changement de couleur. La conversation ne languissait pas. La mariée et sa mère ne pouvaient chacune parler avec assez de volubilité, et Wickham, qui se trouvait assis à côté d'Elizabeth, se mit à lui demander des nouvelles de toutes les personnes qu'il connaissait dans le voisinage, avec un air naturel et souriant qu'elle fut incapable de prendre elle-même pour lui répondre. Sa femme et lui ne paraissaient avoir que de joyeux souvenirs, et Lydia abordait volontairement des sujets auxquels ses sœurs n'auraient voulu pour rien au monde faire allusion. « Songez qu'il y a déjà 3 mois que je suis partie !» s'écria-t-elle. « Il me semble qu'il y a seulement 15 jours, et pourtant les événements n'ont pas manqué pendant ces quelques semaines. Dieu du ciel, me doutais-je quand je suis partie que je reviendrais mariée, bien que je me sois dit quelquefois que ce serait joliment amusant si cela arrivait. » Ici, son père fronça les sourcils. Jane paraissait au supplice, tandis qu'Elizabeth fixait sur Lydia des regards significatifs. Mais celle-ci, qui ne voyait ni n'entendait que ce qu'elle voulait voir ou entendre, continua gaiement. « Oh, maman, sait-on seulement par ici que je me suis mariée aujourd'hui ? J'avais peur que non. Aussi, quand nous avons dépassé sur la route le cabriolet de William Goulding, j'ai baissé la glace, ôté mon gant et posé la main sur le rebord de la portière, afin qu'il pût voir mon alliance, et j'ai fait des saluts et des sourires à n'en plus finir. » Elizabeth n'en put supporter davantage. Elle s'enfuit du salon et ne revint que lorsqu'elle entendit tout le monde traverser le hall pour gagner la salle à manger. Elle y arriva à temps pour voir Lydia se placer avec empressement à la droite de sa mère, en disant à sa sœur aînée « Maintenant, Jane, vous devez me céder votre place, puisque je suis une femme mariée. » Il n'y avait pas lieu de croire que le temps donnerait à Lydia la réserve dont elle se montrait si dépourvue dès le commencement. Son assurance et son impétuosité ne faisaient qu'augmenter. Il lui tardait de voir Madame Phillips, les Lucas, tous les voisins, et de s'entendre appeler Madame Wickham. En attendant, elle s'en fut après le repas, exhiber son alliance et faire parade de sa nouvelle dignité devant Madame Hill et les 2 servantes. « Eh bien, maman, dit-elle, quand tous furent revenus dans le petit salon. « Que dites-vous de mon mari ? N'est-ce pas un homme charmant ? Je suis sûre que mes sœurs m'envient, et je leur souhaite d'avoir seulement moitié autant de chance que moi.
Il faudra qu'elles aillent toutes à Brighton. C'est le meilleur endroit pour trouver des maris. Quel dommage que nous n'y soyons pas allées toutes les 5. C'est bien vrai. Et si cela n'avait dépendu que de moi? Mais, ma chère Lydia, cela me déplaît beaucoup de vous voir partir si loin. Est-ce absolument nécessaire? Oh, je crois que oui, mais j'en suis très contente. Vous et papa viendrez nous voir, ainsi que mes sœurs. Nous serons à Newcastle tout l'hiver. Il y aura sûrement des bals, et je m'engage à fournir mes sœurs de danseurs agréables. Quand vous partirez, vous pourrez nous en laisser une ou deux, et je me fais forte de leur trouver des maris avant la fin de l'hiver. Je vous remercie pour ma part, dit Élisabeth, mais je n'apprécie pas spécialement votre façon de trouver des maris. Le jeune couple ne devait pas rester plus de 10 jours. M. Wickham avait reçu son brevet avant son départ de Londres et devait avoir rejoint son régiment avant la fin de la quinzaine. Personne, à part Madame Bennet, ne regrettait la brièveté de leur séjour. Elle employa tout ce temps à faire des visites avec sa fille et à organiser chez elle de nombreuses réceptions qui firent plaisir à tout le monde, certains membres de la famille ne demandant qu'à éviter l'intimité. Élisabeth eut vite observé que les sentiments de Wickham pour Lydia n'avaient pas la chaleur de ceux que Lydia éprouvait pour lui, et elle n'eut pas de peine à se persuader que c'était la passion de Lydia, et non celle de Wickham, qui avait provoqué l'enlèvement. Elle aurait pu se demander pourquoi, n'étant pas plus vivement épris, il avait accepté de fuir avec Lydia, si elle n'avait tenu pour certain que cette fuite était commandée par ses embarras pécuniaires, et dans ce cas, Wickham n'était pas homme à se refuser l'agrément de partir accompagné. Lydia était follement éprise. Elle n'ouvrait la bouche que pour parler de son cher Wickham. C'était la perfection en tout, et personne ne pouvait lui être comparé. Un matin qu'elle se trouvait avec ses deux aînés, elle dit à Élisabeth « Lizzie, je ne vous ai jamais raconté mon mariage, je crois. Vous n'étiez pas là quand j'en ai parlé à maman et aux autres. N'êtes-vous pas curieuse de savoir comment les choses se sont passées ?»« Non, en vérité, » répliqua Élisabeth. « Je suis d'avis que moins on en parlera, mieux ça vaudra. »« Mon Dieu, que vous êtes étrange. Tout de même, il faut que je vous mette au courant. Vous savez que nous nous sommes mariés à Saint-Clément, parce que Wickham habitait sur cette paroisse. Il avait été convenu que nous y serions tous à 11 heures. Mon oncle, ma tante et moi devions nous y rendre ensemble, et les autres nous rejoindre à l'église. Le lundi matin, j'étais dans un état. J'avais si peur qu'une difficulté quelconque ne vînt tout remettre. Je crois que j'en serais devenue folle. Pendant que je m'habillais, ma tante ne cessait de parler et de discourir, comme si elle débitait un sermon. Mais je n'entendais pas un mot sur 10, car vous supposez bien que je ne pensais qu'à mon cher Wickham. J'avais tellement envie de savoir s'il se marierait avec son habit bleu. Nous avons déjeuné à 10 heures, comme d'habitude. Il me semblait que l'aiguille de la pendule n'avançait pas, car il faut vous dire que l'oncle et la tante ont été aussi désagréables que possible, tout le temps que je suis restée avec eux. Vous me croirez si vous le voulez, mais on ne m'a pas laissé sortir une seule fois pendant toute cette quinzaine. Pas une petite réunion, rien, rien. Assurément, Londres était à ce moment assez vide, mais enfin, le petit théâtre était encore ouvert. Pour en revenir à mon mariage, la voiture arrivait devant la porte, lorsque mon oncle fut demandé par cet affreux homme, M. Stone, et vous savez qu'une fois ensemble, ils n'en finissent plus. J'avais une peur terrible de les voir oublier l'heure, ce qui aurait fait remettre mon mariage au lendemain, et nous ne pouvions nous passer de mon oncle, qui devait me conduire à l'hôtel. Heureusement, il est venu au bout de 10 minutes, et l'on s'est mis en route. Depuis, j'ai réfléchi que si mon oncle avait été retenu, le mariage aurait pu quand même avoir lieu, car M. Darcy aurait pu très bien le remplacer. « M. Darcy » répéta Élisabeth abasourdie. « Mais oui, vous savez qu'il devait venir avec Wickham. Oh mon Dieu, j'ai oublié que je ne devais pas souffler mot de cela. Je l'avais si bien promis. Que va dire Wickham? C'était un tel secret. »« S'il en est ainsi, dit Jane, ne nous dites pas un mot de plus, et soyez assurés que je ne chercherai pas à en savoir davantage. » Certainement, appuya Élisabeth, qui pourtant était dévorée de curiosité. Nous ne vous poserons pas de questions. Merci, dit Lydia, car si vous m'en posiez, je vous dirais tout, et Wickham serait très fâché. Devant cet encouragement,
Élisabeth, pour pouvoir tenir sa promesse, fut obligée de se sauver de sa chambre. Mais demeurer dans l'ignorance de ce qu'il s'était passé était chose impossible, ou du moins, il était impossible de ne pas chercher à se renseigner. Ainsi, M. Darcy avait assisté au mariage de sa sœur. Les suppositions les plus extravagantes traversèrent l'esprit d'Élisabeth, sans qu'aucune pût la satisfaire. Celle qui lui plaisait davantage, parce qu'elle donnait une grande noblesse à la conduite de M. Darcy, lui semblaient les plus invraisemblables. Incapable de supporter plus longtemps cette incertitude, elle saisit une feuille de papier et écrivit à sa tante une courte lettre où elle la priait de lui expliquer les paroles échappées à Lydia. Vous comprendrez facilement combien je suis curieuse de savoir comment un homme qui ne nous est nullement apparenté, qui n'est même pas un ami de notre famille, pouvait se trouver parmi vous dans une telle circonstance. Je vous en prie, écrivez-moi tout de suite pour me donner cette explication, à moins que vous ayez de très sérieuses raisons pour garder le secret, comme Lydia semblait le croire nécessaire. Dans ce cas, je tâcherai de m'accommoder de mon ignorance. Pour cela, certainement non, se dit Élisabeth à elle-même, et elle termina sa lettre ainsi. Mais je dois vous prévenir, ma chère tante, que si vous ne me renseignez pas d'une manière honorable, j'en serai réduite à employer des ruses et des stratagèmes pour découvrir la vérité. Jane avait une délicatesse trop scrupuleuse pour reparler avec Élisabeth de ce que Lydia avait laissé échapper. Élisabeth n'en était pas fâchée. Jusqu'au moment où elle aurait appris quelque chose, elle préférait se passer de confidente. Chapitre 52. Élisabeth eut la satisfaction de recevoir une réponse dans les plus courts délais. Dès qu'elle l'eut en main, elle se hâta de gagner le petit bois où elle courait le moins de risque d'être dérangée, et, s'asseyant sur un banc, se prépara à contenter sa curiosité. Le volume de la lettre l'assurait en effet par avance que sa tante ne répondait pas à sa demande par un refus. Grace Church Street, 6 septembre. Ma chère nièce, je viens de recevoir votre lettre et vais consacrer toute ma matinée à y répondre, car je prévois que quelques lignes ne suffiraient pas pour tout ce que j'ai à vous dire. Je dois vous avouer que votre question me surprend. N'allez pas me croire fâchée. Je veux seulement dire que je n'aurais pas cru que vous eussiez besoin, vous, de faire cette enquête. Si vous préférez ne pas me comprendre, excusez mon indiscrétion. Votre oncle est aussi surpris que moi-même, et la seule conviction qu'en cette affaire, vous étiez une des parties intéressées, l'a décidé à agir comme il l'a fait. Mais si réellement votre innocence et votre ignorance sont complètes, je dois me montrer plus explicite. Le jour même où je rentrais de Longbourn, votre oncle recevait une visite des plus inattendues, celle de M. Darcy, qui vint le voir et resta enfermé plusieurs heures avec lui. Il venait lui annoncer qu'il avait découvert où se trouvaient votre sœur et Wickham, qu'il les avait vus et s'était entretenu avec eux, plusieurs fois avec Wickham et une fois avec Lydia. D'après ce que j'ai compris, il avait quitté le Derbyshire le lendemain même de notre départ et était venu à Londres avec la résolution de se mettre à leur recherche. Le motif qu'il en a donné, c'est qu'il était convaincu que c'était sa faute, si l'indignité de Wickham n'avait pas été suffisamment publiée pour empêcher toute jeune fille de bonne famille de lui donner son amour et sa confiance. Il accusait généreusement son orgueil, confessant qu'il lui avait semblé, au-dessus de lui, de mettre le monde au courant de ses affaires privées. Sa réputation devait répondre pour lui. Il estimait donc de son devoir d'essayer de réparer le mal qu'il avait involontairement causé. J'ajoute que s'il avait un autre motif, je reste persuadée qu'il est tout à son honneur. Quelques jours s'étaient passés avant qu'il pût découvrir les fugitifs, mais il possédait sur nous un grand avantage, celui d'avoir un indice pour le guider dans ses recherches, et le sentiment de cet avantage avait été une raison de plus pour le déterminer à nous suivre. Il connaissait à Londres une dame, une certaine Madame Yange, qui avait été quelque temps gouvernante de Miss Darcy et qui avait été remerciée pour un motif qu'il ne nous a pas donné. À la suite de ce renvoi, elle avait pris une grande maison dans Edward Street et gagné sa vie en recevant des pensionnaires. M. Darcy savait que cette Madame Yange connaissait intimement Wickham et,
en arrivant à Londres, il était allé la voir pour lui demander des renseignements sur lui. Mais il s'était passé 2 ou 3 jours avant qu'il pût obtenir d'elle ce qu'il désirait. Cette femme voulait évidemment se faire payer la petite trahison qu'on lui demandait, car elle savait où était son ami. Wickham, en effet, était allé la trouver dès son arrivée à Londres, et si elle avait eu de la place, elle les aurait reçus tous deux dans sa maison. À la fin, cependant, notre amie si dévouée obtint le renseignement désiré et se rendit à l'adresse qu'elle lui avait indiquée. Il vit d'abord Wickham et ensuite insista pour voir Lydia. Sa première idée était de la persuader de quitter au plus tôt cette situation déshonorante et de retourner dans sa famille dès qu'elle consentirait à la recevoir, lui offrant toute l'aide qui pourrait lui être utile. Mais il trouva Lydia irrévocablement décidée à rester où elle était. La pensée de sa famille ne la touchait aucunement. Elle ne se souciait pas de l'aide qui lui était offerte et ne voulait pas entendre parler de quitter Wickham. Elle était sûre qu'il se marierait un jour ou l'autre, et peu importait quand. Ce que, voyant, M. Darcy pensa qu'il n'y avait plus qu'à décider et hâter un mariage que Wickham, il l'avait fort bien vu dès sa première conversation avec lui, n'avait jamais mis dans ses projets. Wickham reconnut qu'il avait été forcé de quitter le régiment à cause de pressantes dettes d'honneur et ne fit aucun scrupule de rejeter sur la folie de Lydia toutes les déplorables conséquences de sa fuite. Il pensait démissionner immédiatement et n'avait pour l'avenir aucun plan défini. Il devait prendre un parti, il ne savait lequel. La seule chose certaine, c'est qu'il n'avait aucune ressource. M. Darcy lui demanda pourquoi il n'épousait pas tout de suite votre sœur. Bien que M. Bennet ne dût pas être très riche, il serait capable de faire quelque chose pour lui, et sa situation s'améliorerait du fait de ce mariage. En réponse à cette question, Wickham laissa entendre qu'il n'avait nullement renoncé à refaire sa fortune dans des conditions plus satisfaisantes, par un mariage riche dans une autre région. Toutefois, étant donné la situation présente, il y avait des chances qu'il se laissât tenter par l'appât d'un secours immédiat. Plusieurs rencontres eurent lieu, car il y avait beaucoup de points à traiter. Les prétentions de Wickham étaient naturellement exagérées, mais en fin de compte, il fut obligé de se montrer plus raisonnable. Toutes choses étant arrangées entre eux, le premier soin de M. Darcy fut de mettre votre oncle au courant. Il vint pour le voir à Gracechurch Street, la veille de mon retour. Mais on lui répondit que M. Gardiner n'était pas visible, qu'il était occupé avec votre père, et que celui-ci quittait Londres le lendemain matin. M. Darcy, jugeant préférable de se concerter avec votre oncle plutôt qu'avec votre père, remit sa visite au lendemain et partit sans avoir donné son nom. Le samedi soir, il revint, et c'est alors qu'il eut, avec votre oncle, le long entretien dont je vous ai parlé. Ils se rencontrèrent encore le dimanche, et cette fois je le vis aussi. Mais ce ne fut pas avant le lundi que tout se trouva réglé, et aussitôt le message vous fut envoyé à Longbourn. Seulement, notre visiteur s'est montré terriblement têtu. Je crois, Lizzie, que l'obstination est son grand défaut. On lui en a reproché bien d'autres à différentes reprises, mais celui-là doit être le principal. Tout ce qui a été fait, il a voulu le faire lui-même, et Dieu sait, je ne le dis pas pour provoquer vos remerciements, que votre oncle s'en serait chargé de grand cœur. Tous deux ont discuté à ce sujet interminablement, ce qui était plus que ne méritait le jeune couple en question. Enfin, votre oncle a dû céder, et au lieu d'aider effectivement sa nièce, il lui a fallu se contenter d'en avoir seulement l'apparence, ce qui n'était pas du tout de son goût. Aussi, votre lettre de ce matin, en lui permettant de dépouiller son plumage d'emprunt et de retourner les louanges à qui les mérite, lui a-t-elle causé grand plaisir. Mais Lizzie, il faut absolument que tout ceci reste entre vous et moi, et Jane à la grande rigueur. Vous savez sans doute ce qui a été fait pour le jeune ménage. Les dettes de Wickham qui se montent, je crois, à beaucoup plus de 1000 livres sterling, doivent être payées, ainsi que son brevet d'officier, et 1000 livres ajoutés à la dot de Lydia et placés en son nom. La raison pour laquelle M. Darcy a voulu faire seul tout ce qui était nécessaire est celle que je vous ai dite plus haut. C'est à lui, à sa réserve et à son manque de discernement, affirme-t-il, qu'on doit d'avoir été trompé sur la véritable personnalité de Wickham,
et que celui-ci a pu être partout accueilli et fêté. Peut-être y a-t-il là quelque chose de vrai. Pourtant, je me demande si ce n'est pas la réserve d'une autre personne, plutôt que la sienne, qui doit surtout être mise en cause. Mais en dépit de tous ces beaux discours, vous pouvez être assurée, ma chère Lizzie, que votre oncle n'aurait jamais cédé, si nous n'avions pas cru que M. Darcy avait un autre intérêt dans l'affaire. Quand tout fut entendu, il repartit pour Pemberley, mais après avoir promis de revenir à Londres pour assister au mariage et pour achever de régler les questions pécuniaires. Vous savez tout maintenant, et si j'en crois votre lettre, ce récit va vous surprendre extrêmement. J'espère tout au moins que vous n'en éprouverez aucun déplaisir. Lydia vint aussitôt s'installer ici, et Wickham y fut reçu journellement. Il s'est montré tel que je l'avais connu en Hertfordshire. Quant à Lydia, je ne vous dirai pas combien j'ai été peu satisfaite de son attitude pendant son séjour auprès de nous. Si la dernière lettre de Jane m'avait appris que sa conduite est aussi déraisonnable chez son père que chez moi. Je lui ai parlé très sérieusement, à plusieurs reprises, lui montrant la gravité de sa faute et le chagrin qu'elle avait causé à sa famille. Si elle m'a entendu, c'est une chance, car je suis certaine qu'elle ne m'a jamais écoutée. J'ai failli bien souvent perdre patience, et c'est seulement par affection pour vous et pour Jane que je me suis contenue. M. Darcy a tenu sa promesse, et comme vous l'a dit Lydia, il assistait au mariage. Il a dîné chez nous le jour suivant et devait quitter Londres mercredi ou jeudi. M'en voudrez-vous beaucoup, ma chère Lizzie, si je saisis cette occasion de vous dire, ce que je n'ai jamais osé jusqu'ici, quelle sympathie il m'inspire. Sa conduite à notre égard a été aussi aimable qu'en Derbyshire. Son intelligence, ses goûts, ses idées, tout en lui me plaît. Pour être parfait, il ne manque qu'un peu de gaieté. Mais sa femme, s'il fait un choix judicieux, pourra lui en donner. Je l'ai trouvé un peu mystérieux, c'est à peine s'il vous a nommé. Le mystère paraît être à la mode. Pardonnez-moi, ma chérie, si j'ai trop d'audace. Ou tout au moins, ne me punissez pas au point de me fermer la porte de paix. Je ne serai tout à fait heureuse que quand j'aurai fait le tour du parc. Un petit phaéton avec une jolie paire de poneys, voilà ce qu'il faudrait. Mais je m'arrête. Depuis une demi-heure, les enfants me réclament. À vous, de tout cœur, Madame Gardiner. La lecture de cette lettre jeta Élisabeth dans une agitation où l'on aurait su dire si c'était la joie ou la peine qui dominait. Ainsi donc, tous les soupçons vagues et indéterminés qui lui étaient venus au sujet du rôle de M. Darcy dans le mariage de sa sœur et auxquels elle n'avait pas voulu s'arrêter parce qu'il supposait chez lui une bonté trop extraordinaire pour être vraisemblable, et faisait d'elle et des siens ses obligés, tous ses soupçons se trouvaient justifiés. Et au-delà, il avait couru à Londres, il avait accepté tous les ennuis et toutes les mortifications d'une recherche où il lui avait fallu solliciter les services d'une femme qu'il devait mépriser et abominer entre toutes, et rencontrer à plusieurs reprises, raisonner, persuader, et finalement acheter un homme qu'il aurait voulu éviter à jamais, et dont il ne prononçait le nom qu'avec répugnance. Et il avait fait tout cela en faveur d'une jeune fille pour qui il ne pouvait avoir ni sympathie, ni estime. Le cœur d'Élisabeth lui murmurait que c'était pour elle-même qu'il avait tout fait. Mais convenait-il de s'abandonner à une si douce pensée ? La vanité même n'arrivait point à lui faire croire que l'affection de Darcy pour elle, pour celle qui l'avait jadis repoussée, pouvait avoir raison de l'honneur qu'une alliance avec Wickham devait lui inspirer. Beau-frère de Wickham, quel orgueil! À l'idée d'un tel lien ne se serait révolté. Avait-il donc donné le vrai motif de sa conduite ? Après tout, il n'était pas invraisemblable qu'il se reconnût un tort et qu'il voulût réparer les effets de sa hautaine réserve. Il était généreux, il avait les moyens de l'être. Et puis, sans croire qu'il eût pensé surtout à elle, Élisabeth pouvait supposer que l'affection qu'il lui gardait encore avait pu animer ses efforts dans une entreprise dont le résultat était pour elle si important. Mais combien il était pénible de penser qu'elle et les siens avaient contracté envers lui une dette qu'il ne pourrait jamais acquitter. C'est à lui qu'il devait le sauvetage de Lydia et de sa réputation.
Comme Élisabeth se reprochait maintenant les sentiments d'antipathie et les paroles blessantes qu'elle avait eues pour lui. Elle avait honte d'elle-même, mais elle était fière de lui. Fière que pour accomplir une tâche de pitié et d'honneur, il eût pu se vaincre lui-même. Elle relut plusieurs fois l'éloge qu'on faisait à sa tante. Il était à peine suffisant, mais il la touchait et lui causait un plaisir mêlé de regret, en lui montrant à quel point son oncle et sa tante étaient convaincus qu'il subsistait toujours entre elle et M. Darcy un lien d'affection et de confiance. Un bruit de pas la tira de ses réflexions, et avant qu'elle eût pu prendre une autre allée, Wickham était près d'elle. « J'ai peur d'interrompre votre promenade solitaire, ma chère sœur, dit-il en l'abordant. « Assurément, répondit-elle avec un sourire. Mais il ne s'ensuit pas que cette interruption me soit déplaisante. Je serais navrée qu'elle le fût. Nous avons toujours été bonnes amies. Nous avons toujours été bons amis. Nous le serons encore davantage maintenant. Oui, certes, mais où sont donc les autres? Je n'en sais rien. Madame Bennet et Lydia vont en voiture à Meryton. Alors, ma chère sœur, j'ai appris par votre oncle et votre tante que vous aviez visité Pemberley? Elle répondit affirmativement. Je vous envie presque ce plaisir. Je crois cependant que ce serait un peu pénible pour moi, sans quoi je m'y arrêterais en allant à Newcastle. Vous avez vu la vieille femme de charge? Pauvre Reynolds, elle m'aimait beaucoup. Mais naturellement, elle ne vous a pas parlé de moi. Si, pardon. Et que vous a-t-elle dit? Que vous étiez entré dans l'armée et qu'elle craignait fort que vous n'eussiez pas très bien tourné. À de telles distances, vous le savez, les nouvelles arrivent parfois fâcheusement défigurées. C'est certain, fit-il en se mordant les lèvres. Élisabeth espérait l'avoir réduit au silence, mais il reprit bientôt. J'ai été surpris de voir Darcy à Londres le mois dernier. Nous nous sommes croisés plusieurs fois. Je me demande ce qu'il pouvait bien y faire. Peut-être les préparatifs de son mariage avec Miss de Bourgh, dit Élisabeth. Il lui fallait en effet une raison toute particulière pour être à Londres en cette saison. Assurément. L'avez-vous vu à Lambton? J'ai cru le comprendre, d'après ce que m'ont dit les Gardiner. Oui, il nous a même présenté à sa sœur. Et elle vous a plu? Beaucoup. On m'a dit en effet qu'elle avait beaucoup gagné depuis 1 an ou 2. La dernière fois que je l'ai vue, elle ne promettait guère. Je suis heureux qu'elle vous ait plu. J'espère qu'elle achèvera de se transformer. J'en suis persuadée. Elle a dépassé l'âge le plus difficile. Avez-vous traversé le village de Kimpton? Je ne puis me rappeler. Je vous en parle parce que c'est là que se trouve la cure que j'aurais dû obtenir. Un endroit ravissant, un presbytère superbe. Cela m'aurait convenu, à tous les points de vue. Même avec l'obligation de faire des sermons? Mais parfaitement. En m'exerçant un peu, j'en aurais eu bientôt pris l'habitude. Les regrets ne servent à rien, mais certainement. C'était la vie qu'il me fallait. Cette retraite, cette tranquillité auraient répondu à tous mes désirs. Le sort en a décidé autrement. Darcy vous a-t-il jamais parlé de cette affaire, quand vous étiez dans le Kent? J'ai appris d'une façon aussi sûre que ce bénéfice vous avait été laissé conditionnellement et à la volonté du patron actuel. Ah, vraiment, on vous l'a dit. Oui, en effet, il y a quelque chose de cela. Vous vous souvenez que je vous l'avais raconté moi-même à notre première rencontre. J'ai appris aussi qu'à une certaine époque, l'obligation de faire des sermons ne vous tentait pas autant qu'aujourd'hui, que vous aviez affirmé votre volonté bien arrêtée de ne jamais entrer dans les ordres, et que, par suite, la question du bénéfice avait été réglée. Ah, on vous a dit cela aussi. C'est également assez exact, et je vous en avais de même touché un mot. Ils étaient maintenant presque à la porte de la maison, car Élisabeth avait marché vite dans sa hâte de se débarrasser de lui. Ne voulant pas le vexer, par égard pour sa sœur, elle se contenta de lui dire avec un sourire de bonne humeur. « Allons, monsieur Wickham, nous voilà frères et sœurs. Laissons dormir le passé. J'espère qu'à l'avenir, nous penserons toujours de même. » Et elle lui tendit la main. Il la baisa avec une affectueuse galanterie, malgré l'embarras qu'il éprouvait dans son fort intérieur. Et tous deux rentrèrent dans la maison. Chapitre 53. Monsieur Wickham fut si satisfait de cette conversation
que jamais plus il ne prit la peine de revenir sur ce sujet, au grand contentement d'Élisabeth, qui se félicita d'en avoir assez dit pour le réduire au silence. Le jour du départ du jeune ménage arriva bientôt, et Madame Bennet fut forcée de se résigner à une séparation qui, sans doute, allait être de longue durée. M. Bennet ne se souciant nullement d'emmener sa famille à Newcastle, comme sa femme le lui proposait. « Ah, ma chère Lydia, gémissait-elle, quand nous retrouverons-nous ?»« Ma foi, je n'en sais rien. Pas avant 2 ou 3 ans, peut-être. Écrivez-moi souvent, ma chérie. »« Aussi souvent que je le pourrai. Mais vous savez qu'une femme mariée n'a guère de temps pour écrire. Mes sœurs qui n'ont rien à faire m'écriront. » Les adieux de M. Wickham furent beaucoup plus affectueux que ceux de sa femme. Il prodiguait les sourires et les paroles aimables. « Ce garçon est merveilleux, » déclara M. Bennet, dès que les voyageurs furent partis. « Il sourit, fait des grâces et compte fleurette à chacun de nous. Je suis prodigieusement fier de lui, et je défie Sir Lucas lui-même de produire un gendre supérieur à celui-là. » Le départ de Lydia assombrit Madame Bennet pendant plusieurs jours. « Voilà ce que c'est que de marier ses enfants, ma mère, » lui dit Élisabeth. « Réjouissez-vous donc d'avoir encore 4 filles célibataires. » Mais la mélancolie où l'avait plongée cet événement ne résista pas à la nouvelle qui commença bientôt à circuler dans le pays. La femme de charge de Netherfield avait, disait-on, reçu l'ordre de préparer la maison pour l'arrivée prochaine de son maître, qui, à l'occasion de la chasse, venait y passer quelques semaines. Madame Bennet ne pouvait plus tenir en place. « Alors, M. Bingley est donc sur le point de revenir, ma sœur ?» disait-elle à Madame Phillips, qui avait apporté la nouvelle. « Eh bien, tant mieux. Ce n'est pas que les faits et gestes de ce monsieur nous intéressent, ni que j'ai aucun désir de le revoir. Toutefois, il est libre de revenir à Netherfield si cela lui plaît. Et qui sait ce qui peut arriver? Mais cela nous importe peu. Vous vous rappelez que nous avons convenu, il y a longtemps, de ne plus aborder ce sujet. Alors, c'est bien certain qu'il va venir? Très certain, car Madame Nichols est venue à Meryton hier soir, et l'ayant vue passer, je suis sortie moi-même pour savoir par elle si la nouvelle était exacte. Elle m'a dit que son maître arrivait mercredi ou jeudi, mais plutôt mercredi. Elle allait chez le boucher commander de la viande pour ce jour-là, et elle a heureusement 3 couples de canards bons à tuer. Jane n'avait pu entendre parler du retour de Bingley sans changer de couleur. Depuis quelque temps, elle n'avait pas prononcé son nom devant Élisabeth. Mais ce jour-là, dès qu'elles furent seules, elle lui dit « J'ai bien vu que votre regard se tournait vers moi, Lizzie, quand ma tante nous a dit la nouvelle, et j'ai senti que je me troublais. Mais n'allez pas attribuer mon émotion à une cause puérile. J'ai rougi simplement, parce que je savais qu'on allait me regarder. Je vous assure que cette nouvelle ne me cause ni joie ni peine. Je me réjouis seulement de ce qu'ils viennent seuls. Nous le verrons ainsi fort peu. Ce ne sont pas mes sentiments que je redoute, mais les remarques des indifférents. » Élisabeth ne savait que penser. Si elle n'avait pas vu Bingley en Derbyshire, elle aurait pu supposer qu'il venait sans autre motif que celui qu'on annonçait. Mais elle était persuadée qu'il aimait toujours Jane et se demandait si son ami l'avait autorisé à venir ou s'il était assez audacieux pour se passer de sa permission. En dépit des affirmations formelles de sa sœur, elle n'était pas sans voir que Jane était troublée. Son humeur était moins sereine et moins égale que de coutume. Le sujet qui avait mis aux prises Monsieur et Madame Bennet 1 an auparavant se trouva remis en question. « Naturellement, dès que M. Bingley arrivera, vous irez le voir, mon ami. »« Certes non. Vous m'avez obligé à lui rendre visite l'an passé, en me promettant que si j'allais le voir, il épouserait une de mes filles. Comme rien de tel n'est arrivé, on ne me fera pas commettre une seconde fois la même sottise. » Sa femme lui représenta que c'était une politesse que tous les messieurs du voisinage ne pouvaient se dispenser de faire à M. Bingley à l'occasion de son retour. « C'est un usage que je trouve ridicule, » répliqua M. Bennet. « S'il a besoin de notre société, qu'il vienne lui-même. Il sait où nous habitons, et je ne vais pas perdre mon temps à visiter mes voisins à chacun de leurs déplacements. » Tout ce que je puis dire,
c'est que votre abstention sera une véritable impolitesse. En tout cas, cela ne m'empêchera pas de l'inviter à dîner. Nous devons recevoir bientôt Madame Lang et les Goulding. Cela fera 13 en nous comptant. Il arrive à point pour faire le 14e. Je commence décidément à regretter son retour, confia Jane à Elisabeth. Ce ne serait rien. Je pourrais le revoir, avec une parfaite indifférence, s'il ne fallait pas entendre parler de lui sans cesse. Ma mère est remplie de bonnes intentions, mais elle ne sait pas, personne ne peut savoir, combien toutes ces réflexions me font souffrir. Je serai vraiment soulagée quand il repartira de Netherfield. Enfin, M. Bingley arriva. Madame Bennet s'arrangea pour en avoir la première annonce par les domestiques, afin que la période d'agitation et d'émoi fût aussi longue que possible. Elle comptait les jours qui devaient s'écouler avant qu'elle pût envoyer son invitation, n'espérant pas le voir auparavant. Mais le 3e jour, au matin, de la fenêtre de son boudoir, elle l'aperçut à cheval qui franchissait le portail et s'avançait vers sa maison. Ses filles furent appelées aussitôt pour partager son allégresse. « Quelqu'un l'accompagne ?» observa Kitty. « Qui est-ce donc ?»« Mais on dirait que c'est cet ami qui était toujours avec lui l'an passé, monsieur... Comment s'appelle-t-il donc? Vous savez, cet homme si grand et si hautain. Grand Dieu! Monsieur Darcy! Vous ne vous trompez pas. Tous les amis de monsieur Bingley sont les bienvenus ici, naturellement, mais j'avoue que la vue seule de celui-ci m'est odieuse. » Jane regarda Elisabeth avec une surprise consternée. Elle n'avait pas su grand-chose de ce qui s'était passé en Derbyshire et se figurait l'embarras qu'allait éprouver sa sœur dans cette première rencontre avec Darcy, après sa lettre d'explication. Elisabeth avait, pour être troublée, plus de raison que ne le pensait Jane, à qui elle n'avait pas encore eu le courage de montrer la lettre de Madame Gardiner. Pour Jane, M. Darcy n'était qu'un prétendant qu'Elisabeth avait repoussé, et dont elle n'avait pas su apprécier le mérite. Pour Elisabeth, c'était l'homme qui venait de rendre à sa famille un service inestimable, et pour qui elle éprouvait un sentiment, sinon aussi tendre que celui de Jane pour Bingley, du moins aussi profond et aussi raisonnable. Son étonnement en le voyant venir spontanément à Longbourn égalait celui qu'elle avait ressenti en le retrouvant si changé lors de leur rencontre en Derbyshire. La couleur qui avait quitté son visage y reparut plus ardente, et ses yeux brillèrent de joie à la pensée que les sentiments et les vœux de Darcy n'avaient peut-être pas changé, mais elle ne voulut point s'y arrêter. « Voyons d'abord son attitude, » se dit-elle. « Après, je pourrai en tirer une conclusion. » Une affectueuse sollicitude la poussa à regarder sa sœur. Jane était un peu pâle, mais beaucoup plus paisible qu'elle ne s'y attendait. Elle rougit légèrement à l'entrée des deux jeunes gens. Cependant, elle les accueillit d'un air assez naturel et avec une attitude correcte où il n'y avait ni trace de ressentiment, ni excès d'amabilité. Elisabeth ne prononça que les paroles exigées par la stricte politesse et se remit à son ouvrage avec une activité inaccoutumée. Elle n'avait osé jeter qu'un coup d'œil rapide à M. Darcy. Il avait l'air aussi grave qu'à son habitude, plus semblable, pensa-t-elle, à ce qu'il était jadis qu'à ce qu'il s'était montré à Pemberley. Peut-être était-il moins ouvert devant sa mère que devant son oncle et sa tante. Cette supposition, bien que désagréable, n'était pas sans vraisemblance. Pour Bingley aussi, elle n'avait eu qu'un regard d'un instant, et pendant cet instant, il lui avait paru à la fois heureux et gêné. Madame Bennet le recevait avec des démonstrations qui faisaient d'autant plus rougir ses filles qu'elles s'opposaient à la froideur cérémonieuse qu'elle montrait à Darcy. Celui-ci, après avoir demandé à Elisabeth des nouvelles de monsieur et de madame Gardiner, question à laquelle elle ne put répondre sans confusion, n'ouvrit presque plus la bouche. Il n'était pas assis à côté d'elle. Peut-être était-ce la raison de son silence. Quelques minutes se passèrent sans qu'on entendît le son de sa voix. Quand Elisabeth, incapable de résister à la curiosité qui la poussait, levait les yeux sur lui, elle voyait son regard posé sur Jane, aussi souvent que sur elle-même, et fréquemment aussi fixé sur le sol. Il paraissait très absorbé et moins soucieux de plaire qu'à leur dernière rencontre. Elle se sentit désappointée et en éprouva de l'irritation contre elle-même. « À quoi d'autre pouvais-je m'attendre ?» se dit-elle.
Mais alors, pourquoi est-il venu ? Voilà bien longtemps que vous étiez absent, monsieur Bingley, observa madame Bennet. Je commençais à craindre un départ définitif. On disait que vous alliez donner congé pour la Saint-Michel. J'espère que ce n'est pas vrai. Bien des changements se sont produits depuis votre départ. Miss Lucas s'est mariée, ainsi qu'une de mes filles. Peut-être l'avez-vous appris ? L'annonce en a paru dans le Times et dans le Courrier, mais rédigée d'une façon bien singulière. Récemment a eu lieu le mariage de G. Wickham et de Miss Lydia Bennet. Un point, c'est tout. Rien sur mon mari ou sur le lieu de notre résidence. C'est mon frère Gardiner qui l'avait fait insérer. Je me demande à quoi il a pensé. L'avez-vous vu ? Bingley répondit affirmativement et présenta ses félicitations. Élisabeth n'osait lever les yeux et ne put lire sur le visage de M. Darcy. « Assurément, avoir une fille bien mariée est une grande satisfaction, » continua madame Bennet. « Mais en même temps, monsieur Bingley, la séparation est une chose bien dure. Ils sont partis pour Newcastle, tout à fait dans le nord, et ils vont y rester je ne sais combien de temps. C'est là que se trouve le régiment de mon gendre. Vous savez sans doute qu'il a quitté la milice et réussi à passer dans l'armée régulière. Dieu merci, il a quelques bons amis, peut-être pas autant qu'il le mérite. » Cette flèche à l'adresse de M. Darcy mit Élisabeth dans une telle confusion qu'elle eut envie de s'enfuir. Mais, se ressaisissant, elle sentit au contraire la nécessité de dire quelque chose et demanda à Bingley s'il pensait faire à la campagne un séjour de quelque durée. « De plusieurs semaines, répondit-il. « Quand vous aurez tué tout votre gibier, monsieur Bingley, lui dit madame Bennet, il faudra venir ici et chasser autant qu'il vous plaira sur les terres de monsieur Bennet. Mon mari en sera enchanté et vous réservera ses plus belles compagnies de perdreaux. » La souffrance d'Élisabeth s'accrut encore devant des avances aussi déplacées. « Alors même, pensa-t-elle, qu'on pourrait reprendre le rêve de l'année dernière, tout conspirerait à le détruire encore une fois. » Et il lui sembla que des années de bonheur ne suffiraient pas pour les dédommager, elle et Jane, de ces instants de pénible mortification. Cette fâcheuse impression se dissipa pourtant, quand elle remarqua combien la beauté de Jane semblait raviver les sentiments de son ancien admirateur. Pour commencer, il ne lui avait pas beaucoup parlé, mais à mesure que l'heure avançait, il se tournait davantage de son côté et s'adressait à elle de plus en plus. Il la retrouvait aussi charmante, aussi naturelle, aussi aimable que l'an passé, bien que peut-être un peu plus silencieuse. Quand les deux jeunes gens se levèrent pour partir, madame Bennet n'eut garde d'oublier l'invitation projetée, et ils acceptèrent de venir dîner à Longbourn quelques jours plus tard. « Vous êtes en dette avec moi, monsieur Bingley, » ajouta-t-elle. « Avant votre départ pour Londres, vous m'aviez promis de venir dîner en famille dès votre retour. Cette promesse, que je n'ai pas oubliée, n'a pas été tenue, ce qui m'a causé une grande déception, je vous assure. » Bingley parut un peu interloqué par ce discours et dit quelque chose sur son regret d'en avoir été empêché par ses affaires. Puis, ils se retirèrent tous les deux. Madame Bennet avait eu grande envie de les retenir à dîner le soir même, mais, bien que sa table fût toujours soignée, elle s'était dit que 2 services ne seraient pas trop pour recevoir un jeune homme sur qui elle fondait de si grandes espérances et satisfaire l'appétit d'un gentleman qui avait 10 000 livres de rente. Chapitre 54. Aussitôt qu'ils furent partis, Élisabeth sortit pour tâcher de se remettre, ou, plus exactement, pour se plonger dans les réflexions les mieux faites pour lui ôter tout courage. L'attitude de M. Darcy était pour elle un sujet d'étonnement et de mortification. Puisqu'il a pu se montrer si aimable avec mon oncle et ma tante quand il était à Londres, pensait-elle, pourquoi ne l'est-il pas avec moi ? S'il me redoute, pourquoi est-il venu ? S'il a cessé de m'aimer, pourquoi ce silence ? Quel homme déconcertant ! Je ne veux plus penser à lui. L'approche de sa sœur vint l'aider à donner à cette résolution un commencement d'exécution. L'air joyeux de Jane témoignait qu'elle était satisfaite de leur visiteur, beaucoup plus qu'Élisabeth. « Maintenant qu'a eu lieu cette première rencontre, dit-elle, je me sens tout à fait soulagée.
Mes forces ont été mises à l'épreuve et je puis le voir désormais sans aucun trouble. Je suis contente qu'il vienne dîner ici mardi. Ainsi, tout le monde pourra se rendre compte que nous nous rencontrons, lui et moi, sur un pied de parfaite indifférence. De parfaite indifférence, je n'en doute pas, dit Élisabeth en riant. Oh Jane, prenez garde. Ma petite Lizzie, vous ne me croyez pas assez faible pour courir encore le moindre danger. Je crois que vous courez surtout le danger de le rendre encore plus amoureux qu'auparavant. On ne revit pas les jeunes gens jusqu'au mardi. Ce soir-là, il y avait nombreuses compagnies à Longbourn, et les deux invités de marque se montrèrent exacts. Quand on passa dans la salle à manger, Élisabeth regarda si Bingley allait reprendre la place qui, dans les réunions d'autrefois, était la sienne auprès de sa sœur. Madame Bennet, en mère avisée, omit de l'inviter à prendre place à côté d'elle. Il parut hésiter tout d'abord, mais Jane, par hasard, regardait de son côté en souriant. Le sort en était jeté. Il alla s'asseoir auprès d'elle. Élisabeth, avec un sentiment de triomphe, lança un coup d'œil dans la direction de M. Darcy. Il paraissait parfaitement indifférent, et pour un peu, elle aurait cru qu'il avait donné à son ami toute licence d'être heureux. Si elle n'avait pas vu les yeux de Bingley se tourner vers lui avec un sourire un peu confus. Pendant tout le temps du dîner, il témoigna à sa sœur une admiration qui, pour être plus réservée qu'auparavant, n'en prouva pas moins à Élisabeth que s'il avait toute la liberté d'agir. Son bonheur et celui de Jane seraient bientôt assurés. M. Darcy, séparé d'elle par toute la longueur de la table, était assis à côté de la maîtresse de maison. Élisabeth savait que ce voisinage ne pouvait leur causer aucun plaisir, et qu'il n'était pas fait pour les mettre en valeur, ni l'un ni l'autre. Trop éloignés pour suivre leur conversation, elle remarquait qu'ils se parlaient rarement, et toujours avec une froide politesse. La mauvaise grâce de sa mère lui rendait plus pénible le sentiment de tout ce que sa famille devait à M. Darcy. Et à certains moments, elle eût tout donné pour pouvoir lui dire qu'une personne au moins de cette famille savait tout, et lui était profondément reconnaissante. Elle espérait que la soirée leur fournirait l'occasion de se rapprocher et d'avoir une conversation moins banale que les quelques propos cérémonieux qu'ils avaient échangés à son entrée. Dans cette attente, le moment qu'elle passa au salon avant le retour des messieurs lui parut interminable. Il lui semblait que tout le plaisir de la soirée dépendait de l'instant qui allait suivre. « S'il ne vient pas alors me rejoindre, pensa-t-elle, j'abandonnerai toute espérance. » Les messieurs revinrent au salon, et M. Darcy eut l'air, un instant, de vouloir répondre aux vœux d'Élisabeth. Mais hélas, autour de la table où elle servait le café avec Jane, les dames s'étaient rassemblées en un groupe si compact qu'il n'y avait pas moyen de glisser une chaise parmi elles. M. Darcy se dirigea vers une autre partie du salon, où Élisabeth le suivit du regard, enviant tous ceux à qui il adressait la parole. Un peu d'espoir le revint, en le voyant rapporter lui-même sa tasse. Elle saisit cette occasion pour lui demander « Votre sœur est-elle encore à Pemberley ?»« Oui, elle y restera jusqu'à Noël. »« Tous ses amis l'ont-ils quittée ?»« Mademoiselle Ainsley est toujours avec elle. Les autres sont partis pour Scarborough il y a 3 semaines. » Élisabeth chercha en vain autre chose à dire. Après tout, il ne tenait qu'à lui de poursuivre la conversation, s'il le désirait. Mais il restait silencieux à ses côtés. Et comme une jeune fille s'approchait et chuchotait à l'oreille d'Élisabeth, il s'éloigna. Les plateaux enlevés, on ouvrit les tables à jeu, et toutes les dames se levèrent. M. Darcy fut bientôt accaparé par Madame Bennet, qui cherchait des joueurs de whist. Et ce que, voyant, Élisabeth perdit tout son espoir de le voir la rejoindre et n'attendit plus de cette réunion aucun plaisir. Ils passèrent le reste de la soirée à des tables différentes, et tout ce qu'Élisabeth put faire fut de souhaiter qu'il tournât ses regards de son côté, assez souvent, pour le rendre autant qu'elle-même distrait et maladroit au jeu. « Eh bien, enfant, dit Madame Bennet, dès qu'elle se retrouva avec ses filles, que pensez-vous de cette soirée ? J'ose dire que tout a marché à souhait. J'ai rarement vu un dîner aussi réussi.
Le chevreuil était rôti à point et tout le monde a déclaré n'avoir jamais mangé un cuisseau pareil. Le potage était incomparablement supérieur à celui qu'on nous a servi chez les Lucas la semaine dernière. M. Darcy lui-même a reconnu que les perdreaux étaient parfaits. Or, il doit bien avoir chez lui 2 ou 3 cuisiniers français. Et puis, ma chère Jane, je ne vous ai jamais vue plus en beauté. Madame Long, à qui je l'ai fait remarquer, était de mon avis. Et savez-vous ce qu'elle a ajouté ? Ah, Madame Bennet, je crois bien que nous la verrons tout de même à Netherfield. Oui, elle a dit ça, textuellement. Cette mademoiselle Long est la meilleure personne qui soit, et ses nièces sont de jeunes filles, fort bien élevées, et pas du tout jolies. Elles me plaisent énormément. Cette journée a été fort agréable, dit Jane à Elisabeth. Les invités étaient bien choisis, tout le monde se convenait. J'espère que de telles réunions se renouvelleront. Elisabeth sourit. Lizzie, ne souriez pas. Vous me mortifiez en prenant cet air sceptique. Je vous assure que je puis jouir maintenant de la conversation de M. Bingley comme de celle d'un homme agréable et bien élevé, sans la plus petite arrière-pensée. Je suis absolument persuadée, d'après sa façon d'être actuelle, qu'il n'a jamais pensé à moi. Il a seulement plus de charme dans les manières et plus de désir de plaire que n'en montrent la plupart des hommes. Vous êtes vraiment cruelle, repartit Elisabeth. Vous me défendez de sourire et vous m'y forcez sans cesse. Excusez-moi donc, mais si vous persistez dans votre indifférence, vous ferez bien de chercher une autre confidente. Chapitre 55. Peu de jours après, M. Bingley se présenta de nouveau, et cette fois, seul. Son ami l'avait quitté le matin pour retourner à Londres, et il devait revenir une dizaine de jours plus tard. M. Bingley resta environ 1 heure et montra un entrain remarquable. Madame Bennet lui demanda de rester à dîner, mais il répondit qu'à son grand regret, il était déjà retenu. « Pouvez-vous venir demain ?» Oui. Il n'avait point d'engagement pour le lendemain, et il accepta l'invitation avec un air de vif contentement. Le lendemain, il arriva de si bonne heure qu'aucune de ces dames n'était encore prête. En peignoir et à demi coiffée, Madame Bennet se précipita dans la chambre de sa fille. « Vite, ma chère Jane, dépêchez-vous de descendre, il est arrivé. Monsieur Bingley est là. Oui, il est là. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Sarah, laissez la coiffure de Miss Lizzie et venez vite aider Miss Jane à passer sa robe. »« Nous descendrons dès que nous le pourrons, » dit Jane. « Mais Kitty doit déjà être prête, car il y a une demi-heure qu'elle est montée. »« Que Kitty aille au diable ! Il s'agit bien d'elle. Vite, votre ceinture, ma chérie. » Mais rien ne put décider Jane à descendre sans une de ses sœurs. La préoccupation de ménager un tête-à-tête aux 2 jeunes gens fut de nouveau visible chez Madame Bennet dans la soirée. Après le thé, son mari se retira dans la bibliothèque selon son habitude et Mary alla retrouver son piano. 2 obstacles sur 5 ayant ainsi disparu, Madame Bennet se mit à faire des signes à Elisabeth et à Kitty, mais sans succès. Elisabeth ne voulait rien voir. Elle finit par attirer l'attention de Kitty, qui lui demanda innocemment « Qu'y a-t-il, maman ? Que veulent dire tous ces froncements de sourcils ? Que faut-il que je fasse ?»« Rien du tout, mon enfant. Je ne vous ai même pas regardé. » Madame Bennet se tint tranquille 5 minutes, mais elle ne pouvait se résoudre à perdre un temps aussi précieux. À la fin, elle se leva et dit soudain à Kitty « Venez, ma chérie, j'ai à vous parler. » Et elle l'emmena hors du salon. Jane jeta vers Elisabeth un regard de détresse où se lisait l'instante prière de ne pas se prêter à un tel complot. Quelques instants après, Madame Bennet entrebâilla la porte et appela « Lizzie, mon enfant, j'ai un mot à vous dire. » Elisabeth fut bien obligée de sortir. « Nous ferons mieux de les laisser seuls, » lui dit sa mère. « Kitty et moi allons nous installer dans ma chambre. » Elisabeth n'essaya pas de discuter avec sa mère. Elle attendit tranquillement dans le hall que Madame Bennet et Kitty eussent disparu pour retourner dans le salon. Les savantes combinaisons de Madame Bennet ne réussirent pas ce soir-là. M. Bingley se montra des plus charmants, mais ne se déclara pas. Il ne se fit pas prier pour rester à souper. Et avant qu'il prît congé, Madame Bennet convint avec lui qu'il reviendrait le lendemain matin pour chasser avec son mari. À partir de ce moment, Jane n'essaya plus de parler de son indifférence.
Pas un mot au sujet de Bingley ne fut échangé entre les deux sœurs. Mais Élisabeth s'en fut couchée avec l'heureuse certitude que tout serait bientôt décidé, hors le cas d'un retour inopiné de M. Darcy. Bingley fut exact au rendez-vous et passa toute la matinée au dehors avec M. Bennet, comme il avait été entendu. Ce dernier se montra beaucoup plus agréable que son compagnon ne s'y attendait. Il n'y avait chez Bingley ni vanité, ni sottise, qui pût provoquer l'ironie ou le mutisme de M. Bennet, qui se montra moins original et plus communicatif que Bingley ne l'avait encore vu. Ils revinrent ensemble pour le dîner. Après le thé, Élisabeth s'en fut dans le petit salon écrire une lettre. Les autres se préparant à faire une partie de cartes, sa présence n'était plus nécessaire, pensa-t-elle, pour déjouer les combinaisons de sa mère. Sa lettre terminée, elle revint au salon et vit que Madame Bennet avait été plus avisée qu'elle. En ouvrant la porte, elle aperçut sa sœur et Bingley, debout devant la cheminée, qui parlaient avec animation. Si cette vue ne lui avait donné aucun soupçon, l'expression de leur physionomie et la hâte avec laquelle ils s'éloignèrent l'un de l'autre auraient suffi pour l'éclairer. Trouvant la situation un peu gênante, Élisabeth allait se retirer, quand Bingley, qui s'était assis, se leva soudain, murmura quelques mots à Jane et se précipita hors du salon. Jane ne pouvait rien cacher à Élisabeth, et, la prenant dans ses bras, reconnut avec émotion qu'elle était la plus heureuse des femmes. « C'est trop !» ajouta-t-elle. « Beaucoup trop. Je ne le méritais pas. Oh, que je voudrais voir tout le monde aussi heureux que moi !» Élisabeth félicita sa sœur avec une sincérité, une joie et une chaleur difficiles à rendre. Chaque phrase affectueuse ajoutait au bonheur de Jane, mais elle ne voulut pas prolonger davantage cet entretien. « Il faut que j'aille tout de suite trouver ma mère, » dit-elle. « Je ne voudrais sous aucun prétexte avoir l'air de méconnaître son affectueuse sollicitude ou permettre qu'elle apprît la nouvelle par un autre que moi-même. Il est allé de son côté trouver mon père. Oh, Lizzie, quel plaisir de songer que cette nouvelle va causer tant de joie au mien. Comment supporterais-je tant de bonheur ?» Et elle courut rejoindre sa mère, qui avait interrompu exprès la partie de cartes et s'était retirée au premier étage avec Kitty. Élisabeth, restée seule, sourit devant l'aisance et la rapidité avec laquelle se réglait une affaire qui leur avait donné tant de mois d'incertitude et d'anxiété. Elle fut rejointe au bout de quelques minutes par Bingley, dont l'entrevue avec M. Bennet avait été courte et satisfaisante. « Où est votre sœur ?» demanda-t-il en ouvrant la porte. « Avec ma mère, au premier. Mais je suis sûre qu'elle va redescendre bientôt. » Fermant la porte, il s'approcha d'elle et réclama des félicitations et une part de son affection fraternelle. Élisabeth exprima avec effusion toute sa joie de voir se former entre eux un tel lien. Ils se serrèrent la main avec une grande cordialité, et jusqu'au retour de Jane, elle dut écouter tout ce qu'il avait à dire de son bonheur et des perfections de sa fiancée. Tout en faisant la part de l'exagération naturelle aux amoureux, Élisabeth se disait que tout ce bonheur entrevu n'était pas impossible, car il aurait pour base l'excellent jugement et le caractère idéal de Jane, sans compter une parfaite similitude de goût et de sentiments entre elle et Bingley. Ce fut pour tous une soirée exceptionnellement heureuse. Le bonheur de Jane donnait à son visage un éclat et une animation qui la rendaient plus charmante que jamais. Kitty minaudait, souriait, espérait que son tour viendrait bientôt. Madame Bennet ne trouvait pas de termes assez chauds, assez éloquents pour donner son contentement et exprimer son approbation, bien qu'elle ne parlât point d'autre chose à Bingley pendant plus d'une demi-heure. Quant à M. Bennet, lorsqu'il vint les rejoindre au souper, sa voix et ses manières disaient clairement combien il était heureux. Pas un mot, pas une allusion cependant, ne passa ses lèvres jusqu'au moment où leur visiteur eut pris congé. Mais alors, il s'avança vers sa fille en disant « Jane, je vous félicite. Vous serez une femme heureuse. » Jane aussitôt l'embrassa et le remercia de sa bonté. « Vous êtes une bonne fille, » répondit-il, « et j'ai grand plaisir à penser que vous allez être si heureusement établie. Je ne doute pas que vous ne viviez tous deux dans un parfait accord. Vos caractères ne sont en rien dissemblables.
Vous êtes, l'un et l'autre, si accommodants que vous ne pourrez jamais prendre une décision, si débonnaires que vous serez trompés par tous vos domestiques, et si généreux que vous dépenserez plus que votre revenu. J'espère qu'il n'en sera rien. Si j'étais imprudente ou insouciante en matière de dépenses, je serais impardonnable. Plus que leur revenu ? À quoi pensez-vous, mon cher monsieur Bennet ? S'écria sa femme. Il a au moins 4 ou 5 000 livres de rente. Oh, ma chère Jane, je suis si contente. Je n'en dormirai pas de la nuit. À partir de ce moment, Bingley fit à Longbourn des visites quotidiennes. Il arrivait fréquemment avant le breakfast et restait toujours jusqu'après le souper, à moins que quelques voisins barbares, et qu'on ne pouvait assez maudire, ne lui eût fait une invitation à dîner qu'il ne crut pas pouvoir refuser. Élisabeth n'avait plus beaucoup de temps pour s'entretenir avec sa sœur, car Jane, en la présence de Bingley, n'accordait son attention à personne autre. Mais elle rendait grand service à tous deux dans les inévitables moments de séparation. En l'absence de Jane, Bingley venait chanter ses louanges à Élisabeth, et Bingley parti, Jane en faisait autant de son côté. « Il m'a rendue heureuse, dit-elle un soir, en m'apprenant qu'il avait toujours ignoré mon séjour à Londres au printemps dernier. Je ne le croyais pas possible. »« J'en avais bien le soupçon, » répondit Élisabeth. « Quelle explication vous a-t-il donnée ?»« Ce devait être la faute de ses sœurs. Assurément, elles ne tenaient pas à encourager les relations entre leur frère et moi. Ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'il aurait pu faire un mariage tellement plus avantageux sous bien des rapports. Mais quand elles verront, comme j'en ai la confiance, que leur frère est heureux avec moi, elles en prendront leur parti. Croyez-vous, Lizzie, que lors de son départ en novembre, il m'aimait vraiment et que la seule conviction de mon indifférence l'a empêché de revenir ? Il a commis une petite erreur, assurément, mais elle est tout à l'honneur de sa modestie. Élisabeth était contente de voir que Bingley n'avait pas dit un mot de l'intervention de son ami, car bien que Jane eût le cœur le plus généreux et le plus indulgent, cette circonstance n'aurait pu manquer de la prévenir contre M. Darcy. « Je suis certainement la créature la plus heureuse du monde, s'écria Jane. « Oh, Lizzie, pourquoi suis-je la privilégiée de la famille ? Si je pouvais seulement vous voir aussi heureuse, s'il y avait seulement pour vous un homme comparable à Charles. Quand vous me donneriez à choisir parmi 20 autres exemplaires de votre fiancé, je ne pourrais jamais être aussi heureuse que vous. Il me manquerait pour cela votre aimable caractère. Non, non, laissez-moi me débrouiller comme je pourrais. Peut-être, avec un peu de chance, pourrais-je trouver un jour un second Monsieur Collins ? Bonjour et bienvenue dans l'avant-dernier vlog lecture sur Orgueil et préjugés de Jane Austen. Eh bien dis donc, un deuxième mariage. Donc, nous sommes à 89% de l'e-book, ce qui fait que la semaine prochaine, ça sera fini. Et on enchaînera sur Le fantôme de l'opéra. J'ai oublié le nom de l'auteur. On a lu 5 chapitres seulement, parce que je voulais qu'il en reste un petit peu pour la semaine prochaine. Donc on a lu les chapitres 51, si je ne me trompe pas, à 55. Donc on a eu un petit paquet de révélations là. Alors j'ai trouvé vraiment top que Madame Gardiner informe Élisabeth de ce que Darcy a fait. Parce que Darcy, là, il les a vraiment sortis d'un truc très compliqué entre Lydia et Wickham. Et ce qui fait que Darcy, qui s'est fait envoyer bouler une fois par Élisabeth pour une demande en mariage, il a fait tout ça pour elle. Donc, est-ce que quelque part, il a aussi parlé avec Bingley pour lui dire, en fait, Jane, c'est une grande timide, retourne-y ? Là, on ne sait pas encore. Peut-être. Ça me paraît le plus probable. Mais il a fait des efforts énormes, n'empêche, pour reconquérir peut-être Élisabeth. Et après, je trouve que c'est... Enfin, quelque part, il est assez maladroit
Parce qu'en fait, avec elle, il reste sur un discours, une relation de surface. Limite, il fait beau aujourd'hui, hein. Et après, il me semble bien que le small talk, comme on dit, c'était vraiment ce qui avait cours dans ces milieux-là, surtout les milieux aristocratiques, où en gros, on n'allait pas parler de ses problèmes de fric ou des trucs comme ça, quoique Madame Bennett, elle parle beaucoup de fric, mais on allait dire qu'il fait beau aujourd'hui ou que le chêne du jardin il est tombé, c'est bien dommage. Mais vous voyez des choses assez insignifiantes comme ça. Et l'essentiel des conversations de société comme ça, c'était des choses qui sont insignifiantes ou au final des choses qui ne provoquent pas de conflit. Peut-être en fait que pour éviter un conflit, ils évitaient des sujets plus graves comme la politique. Là, il me semble en plus qu'on est en période de guerre napoléonienne. Puis de toute façon, les femmes, je pense qu'elles sont à peine au courant de ce qui se passe. Enfin, je le pense très sincèrement. Là, on ne sait pas trop, mais c'est quand même des mondes qui sont très fermés, enfin des mondes très fermés sur eux-mêmes, donc on ne sait pas trop. Je pense que Monsieur Bennett, c'est un qui en pense plus, mais n'en dit moins, hein. Comment on dit déjà? Bingley et Jane, ça y est. Alors j'aime bien comment elle reste sur un côté non, c'est bon, je l'ai oublié, tout va bien, je peux le revoir avec une parfaite indifférence, lui aussi. Puis en fait, le fait de passer quelques soirées ensemble à discuter, bah, ça redémarre. Parce qu'ils se sont pas oubliés. Et je trouve ça mignon. C'est vraiment un couple qui est très très choupi, Jane et Charles Bingley. Par contre, je suis quand même inquiète pour le couple de Lydia et Wickham, parce que Lydia, c'est une gourde, elle est immature. Je pense qu'elle est surtout très heureuse d'être mariée qu'être mariée à Wickham. Elle est peut-être plus heureuse en fait du statut de femme mariée que d'être la femme de machin. Mais je pense que Wickham, il va s'ennuyer avec elle. Je sais pas s'il est si intelligent que ça. Il est quand même doué en termes de manipulation, etc. et de retournement de veste. Parce que la conversation, elle était vachement intéressante avec Elisabeth. Parce qu'Elisabeth, en fait, elle connaît toute sa réputation. Mais c'est la version, entre guillemets, de Darcy. Mais la version aussi de la femme de Charles de Pemberley, etc. Et ce qui fait qu'une fois qu'ils ont compris qui était Wickham, bah, ils arrivent quand même à retrouver en eux, bah, ils n'ont pas trop le choix, mais la ressource d'être polis avec lui. Et là, par contre, le comportement de Monsieur Bennett, il m'a un petit peu... En fait, je crois qu'il s'est fait embobiner lui aussi par Wickham. Et... je sais pas. Je suis pas... je l'aurais pensé plus vindicatif, je m'en souvenais plus honnêtement. Mais enfin, Lydia s'est quand même foutue dans la merde, la réputation de la famille était en jeu. Heureusement, ça n'a pas trop transpiré dans le voisinage et compagnie. Puis de toute façon, c'est des gens qui vont pas à Londres, donc au pire, c'est pas bien grave que quelqu'un, enfin, qu'une rumeur qui court sur un monsieur Bennett qui habite à Trifouille-les-Oies à Londres. Ça va pas le toucher, il s'en fout. Mais comme Wickham, il fréquente pas trop les milieux aristocratiques, qu'il a l'air de s'être plutôt caché avec Lydia, ce qui veut dire qu'ils se sont couchés avant le mariage. Pas bien, ils vont aller en enfer. Mais enfin, je suis quand même assez sceptique sur leur couple. Parce qu'à mon avis, bah, c'est quand même faire un assez grand sacrifice que se marier avec une gourde pour la thune. Parce qu'une fois que tu as la thune, et il a une rente en plus, il a un boulot, bah, t'es quand même marié avec une gourde. Après, je pense qu'elle est pas méchante, Lydia, mais elle est idiote, quoi. Et Kitty va peut-être prendre un peu de plomb dans la cervelle une fois que Lydia sera partie. Bon, après, ça m'étonnerait que sur les 5 chapitres, un épilogue, il me semble, qui reste, on va pas être trop dans le développement des personnages de Kitty et de Mary. Mais, alors, Madame Bennett, la honte. Et là, heureusement, en fait, mais de toute façon, Darcy, il sait à quoi s'attendre, mais puis Bingley, il s'en fout, je pense.
Mais heureusement que Darcy n'était pas là quand Bingley s'est rapproché de Jane et qu'il a fait sa demande à Monsieur Bennet. Parce que mais même Jane réagissait sur un putain, me laisse pas. Enfin, elle est pas discrète la maman. Mais bon, je la trouve attachante, Madame Bennet, j'aime bien. Je pense qu'elle doit être très agaçante dans le quotidien, mais je la trouve quand même attachante. Elle est rigolote. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Quels sont vos pronostics? Il reste quand même 5 chapitres et un épilogue. Ce qui fait... On est à la page 188 sur 210. Donc ouais, on va dire une vingtaine de pages parce qu'il y a la propos à la fin. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, Lydia, elle est partie avec Wickham à Newcastle. Les Gardiner, ils ont l'air d'être rentrés chez eux. Madame Phillips, la sœur de Madame Bennet, elle est dans le coin aussi. Donc Jane et Bingley vont se marier. Ils vont sûrement s'installer à Netherfield, c'est juste à côté. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, Elisabeth, elle est un peu dans le... je sais pas trop où me positionner, entre guillemets, parce qu'en fait, j'ai pas de retour de Darcy. Qu'est-ce qui va se passer, d'après vous? Je vous laisse là-dessus, parce que comme je sais comment ça finit et que je vous ai honteusement spoilé dans Raison et Sensibilité, me jetez pas de cailloux, souvent je fais pas exprès. Je suis un peu de nœud, hein. Je vous laisse mettre vos théories, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu Le Fantôme de l'Opéra, enfin si vous l'avez lu ou si vous l'avez vu. Ça a été adapté un paquet de fois, j'ai regardé vite fait sur Wikipédia. Et oui, je le préférais à Belphégor, il me semble que ça a peut-être moins mal vieilli, entre guillemets. Et c'est le milieu du spectacle. Je regarderai Belphégor aussi, je vais peut-être le lire, Belphégor. Je m'arrête là. Donc lundi, je suis pas sûre qu'il y ait de vidéo parce que je m'étais dit que j'allais un peu lever le pied. Parce que, bon, même si j'ai pas encore trouvé de boulot à l'instant T, là, ça ne saurait tarder, donc je préférais lever un petit peu le pied et avoir un petit peu d'avance sur comment dire, d'avoir un peu d'avance sur la lecture des caractères de la Bruyère avant de lancer les vidéos pour éviter en fait qu'il y ait une interruption. Pour votre confort de lecture, c'est mieux, je pense. Si j'arrive à me bouger un peu les fesses et que j'arrive à finir le recueil de Francis Ponge qui est dans Passe ton bac, là, qui est au programme du bac de 2024, sachant que j'ai lu également Cahiers de Douai de Rimbaud, que j'ai lu sur la chaîne, et que j'ai lu aussi Mes forêts d'Hélène Dorion, je vous ferai peut-être un petit update de lecture, mais juste pour dire de quoi ça cause et que globalement, je suis très fan de Rimbaud. J'ai plutôt bien aimé Hélène Dorion et Francis Ponge, j'ai eu du mal. Mais Francis Ponge, je le connaissais dans autre chose. Je le connaissais, il me semble, par rapport à Loulipo ou quelque chose comme ça. Mais bref, j'arrête. J'ai une poussée d'eczéma là, c'est affreux. J'ai envie de me couper les mains. A tout bientôt, passez un très bon dimanche et puis lisez tout plein. Et profitez du soleil si vous en avez. Là, ça commence à arriver dans l'ouest. Salut!